Salut à tous, bienvenue dans le podcast d'Encre et d'eau fraîche, le podcast qui parle des livres et surtout des gens qui les produisent. Je m'appelle Géraldine, je suis consultante en édition et marketing littéraire, fondatrice des Émergences, une agence qui accompagne les auteurs et les maisons d'édition dans la publication de leurs livres et l'émergence de leurs auteurs. Je suis une ancienne d'Amazon et d'Albin Michel. Et je suis Céline Spreux, autrice, coach en écriture et consultante éditoriale. J'aide les auteurs à écrire, réécrire et corriger leurs livres. Aujourd'hui, on va vous parler d'un parcours du combattant. Pas celui de Koh-Lanta, même si lui, on va pas se mentir, il est pas facile non plus. Mais là, on va plutôt parler de comment on se fait éditer. Parce que derrière chaque livre publié, il y a une histoire qu'on raconte pas souvent. Les refus, les détours, les choix pas toujours évidents. Et des chemins très différents qui peuvent mener au même endroit. Pour en parler, on reçoit donc deux auteurs qui ont eux, emprunté deux routes bien distinctes. Donc Fanny Campante est autrice, enseignante, chamane, formatrice en écriture. Tu as écrit plusieurs livres publiés dans différentes maisons d'édition et aussi auto-publié certains livres. Tu gères ta carrière d'auteur sur le long cours avec une vraie vision, tu as un vrai recul sur le système. C'est ce qui nous a plu en fait avec toi, avec Céline, quand on préparait l'émission, c'est que vraiment tu as une analyse, tu as un plan et tu vas nous expliquer tout ça. Et donc, Tali Floder, toi, tu es auteur d'une saga historique qui comprend 2 tomes pour l'instant. Tu t'es d'abord heurté aux portes fermées des maisons d'édition, tu as auto-édité avec un succès considérable et tu viens tout juste de signer avec un éditeur. Donc, tu es dans ce moment charnière et rare puisque ton éditeur va ressortir ton livre auto-publié et sortir le prochain tome. Fanny, en quelques mots, est-ce que tu veux compléter la présentation que j'ai faite et rajouter un certain nombre de points? Merci déjà de votre accueil. Et puis, ce que je pourrais rajouter, c'est que je suis formatrice en écriture depuis quelques années. Après avoir fait du ghostwriting et écrit des biographies, je me suis mis à accompagner les auteurs qui rêvaient eux aussi de publier un roman. Et voilà, et donc c'est un plaisir pour moi d'avoir à la fois la casquette d'écrivain et de formateur. Ok, merci. Et toi, Tali, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta présentation? Je suis très heureux d'être également avec vous aujourd'hui et moi, je peux dire que je suis novice dans ce milieu, comme vous l'avez un petit peu dit, donc j'apprends tous les jours encore, mais je m'enrichis aussi tous les jours au contact des personnes du milieu et des lecteurs. Et puis, j'espère que on va passer un beau moment tous ensemble. Voilà. Du coup, Taïa, on va commencer avec toi, si ça te va, parce que ton histoire, en fait, elle a quelque chose d'assez rare. Tu as d'abord essayé les voies classiques, essayé de te faire publier par une maison d'édition. Ça s'est pas passé comme prévu. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors effectivement, lorsque j'ai fini mon premier livre, il y a de ça un peu plus d'un an, enfin 2 ans maintenant même. Ouais, je sais plus, je suis paumé. Non, un an. Ça fait un peu plus d'un an, pardon. En fait, j'ai effectivement commencé par contacter les maisons d'édition, donc ça a été un long parcours pour moi qui ne suis pas très patient. Alors pour d'autres, ça paraîtrait peut-être pas forcément long, mais pendant 9 mois, j'ai vraiment contacté au départ quelques dizaines de maisons d'édition les plus connues, et au final, j'en ai contacté plus de 200, donc ce qui est quand même assez important. La plupart par email, certaines par courrier, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de statistiques, mais je dirais que le taux de retour, il est déjà très très faible. La majorité ne m'ont jamais répondu. Et puis celles qui l'ont fait, effectivement, elles ont fait un retour négatif. Voilà, c'était assez compliqué, même si je m'y attendais. C'est vrai que j'espérais effectivement trouver une vraie maison d'édition. J'ai eu quelques retours positifs de maisons d'édition à compte d'auteur, donc ça ne m'intéressait pas. Et puis, pour finir, j'avais réussi à trouver quand même une maison d'édition régionale qui était intéressée et intéressante même, mais qui m'annonçait un délai. Donc on était début 2025 et il m'annonçait la parution de mon premier livre, sachant que j'étais en train d'écrire le suivant pour fin 2026 au mieux. Donc ça faisait 2 ans plus tard quasiment. Et donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas trop patient, donc je me suis finalement lancé dans l'auto-édition à la suite de ça. Je suis peut-être déjà allé trop loin dans la réponse. Pardon. Non, non, pas du tout. Ça veut dire du coup que quand tu t'es auto-édité, c'était vraiment un second plan, c'était parce que vraiment tu n'avais pas pu te faire éditer alors.
Oui, c'était pas un choix au départ. Vraiment, ma volonté, c'était de trouver une vraie maison d'édition à compte d'éditeur qui allait me publier et faire en gros tout le travail pour moi. En tout cas, moi, j'avais écrit le livre. Voilà, enfin, c'était un peu le rêve, le Graal. Et n'y arrivant pas ou voyant que ça serait trop long, voilà, j'ai décidé, ce que je réfléchissais déjà depuis quelques mois, de tenter l'auto-édition avec les défauts que ça peut avoir. Mais l'avantage, c'était que je maîtrisais ce qui allait m'arriver et finalement, j'ai réussi à sortir mon premier livre et puis le second de cette manière. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que ça m'a permis d'avancer. Voilà. Ok. Et tu disais que tu avais envoyé à plus de 200 maisons d'édition. Il y en a vraiment aucune qui t'a fait une réponse ou tu as eu des réponses vraiment type vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale, même pas ça? Si, j'ai quand même eu des réponses. Sur les grosses maisons d'édition, il y en a quand même quelques-unes qui ont répondu, sur les autres aussi. Mais c'est vrai que la majorité du temps, je pense que je ne suis pas certain, mais je pense que la majorité des réponses étaient des réponses génériques. Je ne sais pas si elles étaient générées par l'IA ou pas, mais voilà, c'était des réponses très classiques. Effectivement, que je ne correspondais pas à la ligne éditoriale ou tout ça. Je pense que très peu de maisons d'édition ont lu le synopsis que j'ai pu envoyer, même mon email en entier, même et le livre, j'en parle même pas, mais le manuscrit en tout cas. Mais en tout cas, il y a eu quand même quelques échanges avec quelques maisons d'édition qui ont pris le temps d'échanger avec moi en détail. Enfin, quelques, c'est vraiment peut-être 2 sur 200, donc vous voyez, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'était appréciable parce qu'elles m'ont fait un retour sur mon choix de sujet, qui n'était pas forcément évident pour un premier livre, etc. Et c'était intéressant de pouvoir, en fait, d'avoir un échange parce qu'effectivement, quand vous dites 200, j'ai amorcé 200 fois pour finalement très très peu de retours. Donc c'est vrai que c'était un petit peu décevant c'est pour moi vis-à-vis de mon parcours, je dirais que les maisons d'édition classiques sont relativement difficiles d'accès quand on débute. En tout cas, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir rentrer directement dans une maison d'édition. Donc voilà, c'est mon parcours m'amène à dire ça. En fait, juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, on t'a fait les quelques-unes qui t'ont fait un retour, t'ont fait un retour sur le sujet de ton livre en disant que c'était courageux. Est-ce que tu peux juste nous donner le sujet de ton livre rapidement? Oui, alors c'est un livre qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont le personnage principal est effectivement certainement le plus détesté de l'histoire dans cette partie du monde, Adolf Hitler. Donc effectivement, c'est un sujet particulier. Après, ça restait un roman historique, c'est quelque chose c'est un mélange entre fiction et roman. Mais je peux comprendre que le sujet puisse interroger, en tout cas intriguer. Et c'est l'idée et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Après, je comprends que des maisons d'édition aient eu peur de publier sur ce thème, mais je me dis que pour moi c'est pas normal parce que ça fait partie de l'histoire. C'est pas comme si c'était un livre de propagande, là ce serait autre chose. Mais en fait, et il y a des tas de grandes maisons d'édition que je veux pas faire de la pub à d'autres personnes, mais qui ont écrit sur ce sujet et récemment. Et voilà, donc je pense que c'était plus le fait que ce soit mon premier livre peut-être et peut-être un manque de confiance ou peut-être que c'était pas assez qualitatif tout simplement, j'en sais rien. Mais en tout cas aujourd'hui ça marche quand même, donc je me dis que c'était certainement pas si mauvais, même si mon manuscrit a encore été amélioré Ouais. avant d'être publié. Et pour qu'on comprenne bien, comment tu soumettais ton livre aux maisons d'édition? Tu nous as dit que tu envoyais par email ou par courrier. Est-ce que tu envoyais juste ton livre en disant bah tiens j'ai écrit ça, est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que tu as fait tout un dossier pour présenter ton livre, le pitcher? Comment tu as travaillé en fait cette En fait, accroche et le fait de leur vendre le truc? ouais. J'envoyais un courrier, donc par email ou par voie postale, un courrier qui présentait mon projet, brièvement qui j'étais, l'idée de la saga parce elle est née à la suite du premier, mais elle était quand même déjà là. Donc ça a pu être un frein aussi pour certaines maisons d'édition de dire voilà, si je m'engage, je suis parti dans une saga et en plus le gars il me dit 6 tomes. Donc c'est vrai que je pense que ça on me l'a jamais dit, mais je pense que ça peut faire peur et je peux comprendre aussi. Et donc j'envoyais le synopsis et le manuscrit Alors au départ pas le synopsis parce qu'effectivement j'ai pas appris tout de suite exactement tout ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, etc. Après je me suis renseigné, j'ai pris des contacts et j'ai trouvé aussi sur internet et j'ai amélioré ma manière de faire. Certainement que au fur et à mesure je l'ai amélioré. A priori pas assez, quoique à la fin j'ai quand même réussi finalement à trouver, même si c'est moi qui ai décidé de pas aller avec cette maison d'édition par rapport au délai. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire mieux depuis le départ, effectivement, dans ma démarche pour contacter les maisons d'édition.
Fanny, est-ce que tu as eu le même genre, toi, de retour de la part des maisons d'édition, à savoir l'absence de réponse ou des réponses laconiques, c'est pas dans notre ligne éditoriale, ou est-ce que tu as eu t'as pu bénéficier de choses un peu plus élaborées? Alors moi, j'ai reçu beaucoup de refus. Je les ai pas comptés, mais j'en ai reçu vraiment beaucoup. Et je dirais pour chacun de mes manuscrits. J'ai aucun de mes manuscrits qui a été accepté par une maison d'édition à compte d'éditeur du premier coup. Ça n'est jamais arrivé. Moi, j'ai publié 15 livres et 5 en maison d'édition à compte d'éditeur. Et à chaque fois, ça a été quand même un parcours pour trouver la bonne maison d'édition. Donc voilà, ce que dit Thalie, c'est quelque chose qui résonne totalement et qui résonne pour tous les auteurs. Aujourd'hui, je dirais que la norme, c'est d'être refusé par les maisons d'édition et pas l'inverse. Ah oui, oui, il y a moins d'1% des livres qui sont envoyés aux maisons d'édition qui sont publiés, hein. Donc, il faut le savoir, c'est un peu, c'est un peu le grappin, hein. Va falloir, il y en a quelques-uns qui sont élus, quoi. Par rapport à ça, moi, je ferais bien juste un petit aparté, justement, peut-être à l'attention des auteurs. Géraldine, toi, justement, qui fait ce métier-là, d'aider les auteurs à concevoir leur dossier pour envoyer aux maisons d'édition. Il y a quelque Ouais. chose, toi, que tu recommanderais, justement, que peut-être Thalie n'a pas fait par rapport à ce qu'il dit et que toi, tu conseilles, justement, aux auteurs que tu accompagnes? Je pense que c'est ce à quoi Thalie va aboutir à la fin, c'est parler le langage des éditeurs, en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre du, euh, comment dire, de l'incertain. Effectivement, quand on s'adresse à une maison d'édition, c'est-à-dire une question de moment, de personne, est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne, est-ce on s'adresse au bon moment à la maison d'édition. Donc ça, on le maîtrise pas, donc il y a une part de chance qui est certaine, mais il y a une part de comment on met toutes les chances de son côté. Et comment on met toutes les chances de son côté, c'est en parlant le langage d'une maison d'édition. Il faut savoir ce qui intéresse une maison d'édition. Alors évidemment, il y a une belle plume, il y a une histoire intéressante, il y a tout ça, mais il y a quand même un certain nombre de critères qui sont objectifs, quoi. Et il faut arriver à pitcher son livre exactement comme une start-up, elle pitch pour pouvoir lever des fonds, en fait. Je sais que c'est un parallèle qui peut paraître un petit peu voilà, difficile à imaginer parce que, mais on est dans un business, on est dans un business. Une maison d'édition, elle a un business à faire tourner. Donc, elle a besoin de savoir effectivement si le livre est beau, si la plume est belle, si on a un écrivain en face, mais savoir si le livre va se vendre, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi que Thalie a un peu vécu, c'est le côté, oh là là, Hitler, ouh là là, est-ce que je prends le risque, quoi, parce qu'on sait pas si ça va se vendre. Et il s'avère que, bah, quand ça se vend après, eh ben, on va poursuivre l'histoire, mais ça a été l'argument clé en fait de Thalie à la fin. Et en fait, il faut arriver à montrer tous les atouts du livre et construire un dossier qui soit solide pour convaincre une maison d'édition en termes de vente. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est qu'on fait une étude de marché. On va voir des livres qui sont similaires et on va faire le travail de dire il y a déjà tel livre qui a été sorti et bah, ça s'est vendu à tant d'exemplaires. Ça, c'est des vrais chiffres en fait qu'on sort et qui sont objectifs. Et après, il y a tout un travail de présentation et de pitch en fait du livre. Effectivement, ce que Thalie mentionnait, la lettre d'intention, la biographie de l'auteur ou de l'autrice, tout ça, c'est structuré. Un dossier, ça se travaille avec des éléments qui sont artistiques, mais aussi des éléments qui sont vraiment business et factuels. Et moi, je comprends effectivement que il y a un sujet un peu compliqué, un peu touchy. Il y a aussi effectivement la question parfois de savoir s'ils lisent vraiment les livres ou pas. Mais de ton côté à toi, Thalie, il y a aussi le fait de dire, OK, j'entends ces arguments-là, mais comment toi tu gères d'un point de vue, on pourrait dire psychologique, bah, l'attente des réponses, par exemple. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as attendu longtemps aussi par rapport à ces maisons d'édition? Alors, effectivement, le délai de réponse, souvent annoncé, c'était plutôt 3 voire 6 mois. C'était même très souvent 6 mois. Donc le délai annoncé était relativement long. Après, au départ, j'avais une certaine attente, mais après, comme j'écrivais les suites, en fait, voilà, j'étais parti dans mon truc et je me disais qu'à un moment ça arriverait, qu'il y aurait le bon moment. Finalement, il n'est pas arrivé tout de suite. Il est arrivé un peu plus tard et ça s'est fait différemment. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'attendre, surtout quand on découvre ce milieu. Voilà, c'était ma première expérience. Du coup, je l'ai pas renouvelé avec le deuxième, puisque le tome 2, je l'ai directement auto-édité et j'ai ressollicité aucune maison d'édition. Finalement, comme ça s'était plutôt bien passé avec le premier de cette manière, je me suis dit, ben voilà, allons-y comme ça.
Et donc voilà, j'ai géré l'attente en construisant ma saga et en restant sur ce que j'aimais faire. C'était pas toujours évident effectivement, mais voilà. Après, aujourd'hui, encore une fois, je suis content du chemin parcouru. Et je me dis que j'ai bien fait, même si c'était un plan B, de choisir l'auto-édition, malgré l'image que parfois ça peut avoir. Je regretterais de ce côté. Qu'est-ce qui fait, toi, Fanny, qu'il y a certains livres pour lesquels tu as choisi plutôt l'auto-édition, justement, que l'édition traditionnelle? Il y a différentes raisons. Parfois, c'est pour des raisons strictement commerciales et financières. Quand j'écris, par exemple, de la romance de Noël, tu vois, typiquement mon roman, là, Le jour où on m'a forcé à aimer Noël, ça n'a pas d'intérêt pour moi de travailler avec une maison d'édition. Je connais bien les codes. Et puis, c'est un genre qui se vend très facilement. Donc, sur Amazon, tu le sors au mois d'octobre. Tu sais qu'en général, il y a vraiment un lectorat qui est là pour ça. Et donc, ça peut être une raison. Et puis, il y a d'autres fois aussi où j'ai écrit des livres où je me suis impliquée politiquement. Je pense notamment à Cœur brisé sur la Territe, qui est un livre qui parle des relations. Enfin, ça parle pas de ça, mais c'est une histoire d'une femme, son mari l'a trompée, elle part à l'autre bout du monde pour se remettre. Mais par contre, ça se passe dans un contexte géopolitique entre le Burkina Faso et la France, où moi j'ai mis des opinions politiques chez différents personnages, donc des personnages qui étaient voilà avec des opinions un peu, je dirais, qui pouvaient challenger, qui pouvaient perturber, qui pouvaient faire polémique. Et j'avais pas du tout envie d'être avec une maison d'édition qui allait, par exemple, me censurer ou me faire réécrire ces passages-là. Donc ce texte-là, j'ai pas du tout cherché de maison d'édition. Ok. Et oui, c'est intéressant. Du coup, c'est un peu ce que Thalie a vécu aussi. Enfin, t'avais peur de vivre ce que Thalie a vécu avec ce premier livre sur Hitler, justement. Thalie, sur l'auto-édition, donc t'es partie en auto-édition, t'as pas fait les choses à moitié, hein, puisque ça fait à peu près 2 ans que t'es en salon, en signature, quasi chaque week-end. T'as déployé une énergie vraiment rare pour vendre ce livre. Ça a très bien marché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors moi, quand j'ai sorti mon livre, il est sorti fin mai, donc c'était presque l'été, donc j'ai commencé tout doucement à faire confiance à la vente en ligne. Il y a eu pas mal de ventes au début, mais rien non plus d'exceptionnel. Mais je me suis dit, ouais, ça va se faire tout seul. Mais il faut quand même que j'aille démarcher un petit peu, que j'ai des points de vente, tout ça. Donc j'ai commencé à démarcher des librairies au début de l'été. C'était pas forcément la meilleure période, mais j'ai commencé par démarcher voilà quelques librairies. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai eu aussi quelques refus. Mais à ma grande surprise, j'arrivais quand même à rentrer dans des librairies et des librairies reconnues également. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis l'été est passé. En septembre, j'ai commencé les premières dédicaces que j'avais commencé à planifier au début de l'été. Et là, j'ai enchaîné. C'est vrai que j'ai enchaîné jusqu'à Noël. J'ai enchaîné tous les week-ends des dédicaces. J'ai fait une petite pause en fin d'année et j'ai repris mi-janvier jusqu'à là. J'y suis encore jusqu'à mi-juillet. Et c'est vrai que j'aurai bientôt une soixantaine de journées de dédicaces sur moins d'un an là, depuis que j'ai commencé ça. Donc c'est un peu usant parce que effectivement il y a beaucoup de routes, même si je reste dans mon coin dans le quart nord-est, il y a quand même beaucoup de routes parfois, en plus de la journée de dédicace. Mais par contre c'est super enrichissant les échanges avec les gens, le fait de toucher des gens. Et heureusement que j'ai fait ça parce qu'aujourd'hui c'est vraiment de cette manière. Moi en tout cas, tout à l'heure Fanny parlait d'Amazon, moi j'ai du mal maintenant, j'en vends un petit peu, mais j'en vends quand même très peu en ligne. La majorité des livres que je vends aujourd'hui, je les vends dans mes points de vente lorsqu'ils sont mis en avant, ce qui est la plupart du cas de mes points de vente, et en dédicace tous les week-ends, c'est là où j'arrive à toucher des gens. Voilà, c'est pour moi si je faisais pas ça aujourd'hui, j'existerais pas. Comment ça se passe si par exemple d'autres auteurs ont envie d'être un peu plus actifs? Toi, comment tu fais pour trouver les librairies, pour trouver les salons dans lesquels tu vas? Comment ça s'organise tout ça? Alors, je démarche le plus souvent. En fait, ce qui s'est bien passé, alors ça prend aussi du temps et de l'argent de se déplacer, etc. Mais c'est quand je suis allé voir les gens en direct. À chaque fois que je suis allé dans une librairie, alors parfois je suis pas tombé sur la bonne personne, comme disait tout à l'heure Géraldine. Il y a des moments, il y a tout ça, mais la majeure partie du temps, ça s'est très très bien passé. Et j'ai pu rentrer dans une librairie ou laisser mon livre parce qu'ils souhaitaient effectivement avoir le contenu avant de le prendre, etc. Mais la majeure partie du temps, ça s'est bien passé. Et pour les dédicaces, je continue. C'est parfois compliqué aussi parce que mon sujet, aujourd'hui, on voit que ça marche un peu. J'ai eu quelques articles dans la presse, quelques interviews radio en local. Je parle ici dans ma région. Mais par contre, c'est quand même toujours un sujet particulier.
et j'arrive pas. Il y a des points de vente qui m'ont refusé, mais sans oser me dire la vérité. Et j'ai appris par d'autres auteurs qui allaient là que c'était à cause de mon sujet ou d'un visuel que j'ai avec ma couverture derrière en dédicace. Enfin, voilà, donc ça reste toujours délicat pour moi de rentrer dans certains endroits, même si c'est du roman historique. Mais voilà, je démarche, j'appelle aussi beaucoup, j'envoie beaucoup de mails. Alors il y a moins de retours positifs, mais ça fonctionne aussi comme ça. Et puis surtout, il y a un moment géographiquement, je peux pas aller partout tout le temps, je peux pas démarcher physiquement. Ça aussi ses limites. Donc le téléphone et le mail viennent en relais avec peut-être moins de réussite, mais avec quand même un petit taux de réussite qui me permet de remplir mes week-ends et puis c'est pas énorme, hein, mais aujourd'hui, là, j'ai pas compté récemment, mais je dois avoir entre 40 et 50 points de vente, donc qui ont mes livres physiquement et qui les distribuent. Donc sur le total de librairies en France, c'est très peu. Mais pour moi, en Alsace et en Franche-Comté, où je me déplace, sur une partie de l'Alsace et de la Franche-Comté, ce que je fais même pas ces deux régions en entier, c'est déjà pas mal. Je suis content d'avoir ces points de vente qui me soutiennent et certains qui m'accueillent en dédicace. Voilà, c'est mon relais aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'arrive à vendre mes livres. Donc je les remercie parce que je sais aussi que le milieu, enfin c'est compliqué en ce moment. J'ai rencontré des librairies qui m'accompagnent et qui ont fermé, d'autres qui sont en vente, etc. Je sais que c'est un milieu compliqué. Je sais pas si on parlera de ça, mais le taux de marge aussi est variable entre les librairies. Mais en tout cas, je remercie toutes les librairies qui me soutiennent depuis le début. C'est que c'est exceptionnel, hein, d'être dans 50 points de vente quand on est auto-éditeur. Fanny, toi, est-ce que tu déploies la même énergie pour tes livres édités et pour tes livres en auto-édition? Et est-ce que tu déploies ce type d'énergie aussi, parce qu'en fait c'est ce qu'il faut quand on est auto-édité, voilà, si on veut vendre des livres, il va falloir donner un peu de sa personne, quoi. Alors moi, je déploie la même énergie pour des livres en auto-édition et pour des livres en maison d'édition. C'est-à-dire que même pour mes livres qui sont publiés en maison d'édition, je vais démarcher les librairies comme Thalie au niveau local, c'est-à-dire sur mon île en fait, je vais démarcher les librairies pour pouvoir être référencée, parce que parfois la maison d'édition n'est pas distribuée partout. Moi, je choisis de travailler pour l'instant avec des maisons d'édition qui sont distribuées dans l'Hexagone, donc en France métropolitaine, et du coup, ils sont pas forcément totalement diffusés à La Réunion. Donc du coup, je fais les deux. Maintenant, pour mes livres auto-édités, j'ai jamais fait autant que Thalie. Moi, j'ai pas contacté 40 points de vente. J'en suis pas du tout à ça. Voilà. Mais je le fais aussi, mais pas, je dirais pas sur la même échelle. Après, sur l'île de la Réunion, il n'y a pas autant de librairies. Et avant ça, j'étais dans des pays en Afrique où en fait il y avait 3 librairies, tu vois, à chaque fois. Donc le travail était de toute façon moins, je dirais, spectaculaire que ce que Thalie partage. Par contre, là où je suis totalement d'accord, c'est que en tant qu'auteur, c'est vraiment important de s'engager pour la vente de ton livre et de ne pas attendre, comme tu le disais, Thalie, tout à l'heure, que la maison d'édition fasse tout. En fait, la maison d'édition, pour moi, c'est un appui, mais elle ne fait pas à ta place, jamais. En gros, sortir un petit peu de ce schéma de moi je vais en maison d'édition, comme ça ils feront tout pour moi. Oui, exactement. Et je trouve que ça fait énormément de tort aux auteurs, parce qu'ensuite, quand ils sont en maison d'édition, ils sont toujours frustrés, en fait, parce qu'ils se disent, ma maison d'édition travaille pas correctement. Et encore une fois, c'est pas seulement les auteurs débutants qui vont avoir ce type de retour. Ça peut être aussi un auteur confirmé, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est reconnu, qui va dire, mais la maison d'édition, elle me prend mon argent, mais elle met pas en avant mon livre, ou elle le met moins en avant que tel auteur. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et puis s'y mettre pour pouvoir défendre son histoire. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, c'est vrai que c'est une belle idée reçue de croire que c'est l'éditeur qui va tout faire à la place des auteurs. Et toi, Géraldine, en plus, tu me disais que tu reçois beaucoup d'auteurs qui sont frustrés par rapport à ça et que tu accompagnes. Moi, je me pose une question, Thalie. Alors, je sais pas si tu voudras y répondre, mais avec toute cette énergie, avec tous ces salons que tu fais, est-ce que tu veux nous dire combien de livres tu as réussi à vendre justement dans tous ces salons? Aujourd'hui, j'ai réussi à toucher, alors c'est difficile de tout compter, mais j'ai réussi à toucher plus de 5000 lecteurs. Donc voilà, en un an, a priori, c'est pas mal. Moi, encore une fois, je découvre, donc je suis content. Évidemment, je voudrais faire encore beaucoup plus, mais je suis content déjà de ce que je fais. Je me rends compte que c'est compliqué aussi. Enfin, les dédicaces, ça se passe pas toujours. Parfois, ça se passe très bien, j'en vends beaucoup. Parfois, c'est plus compliqué en fonction de plein de critères, de la météo, d'événements concurrents, de tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis pas reconnu, j'ai pas un nom. On vient pas me chercher, en fait. On vient pas chercher mon livre. Enfin, c'est très, très rare. Il y a quelques personnes qui voient sur les réseaux qui sont intéressées. Ça arrive.
Mais la majorité des personnes, c'est des personnes qui passent là ce jour-là et qui se disent ah bah tiens, ça a l'air sympa, ils viennent échanger et puis oui, ils achètent le livre. J'ai pas de renommée, donc effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le démarchage, le fait de se montrer, de se faire connaître, il est super important et c'est pas évident, c'est pas évident. Et la maison d'édition, enfin. Moi, je vais découvrir, mais j'attends pas d'elle effectivement. Enfin, moi, je suis déjà engagé là-dedans, donc je sais que je vais continuer ça. Je vais peut-être en faire moins, je suis même pas sûr, mais en tout cas, ça me dérange pas de le faire parce que d'un certain côté, ça me plaît et ça fonctionne. Maintenant, voilà, moi, mon attente, elle était autre sur la maison d'édition. C'était plus sur le côté financier parce que l'auto-édition, la manière dont moi je l'ai menée, c'était pas sur Amazon, tout ça, ça m'a coûté assez cher. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de plus dépenser des montants importants pour publier le troisième livre. Et toi, Fanny, du coup, même question. Est-ce que tu sais, soit combien de livres t'as vendu au total, et aussi, est-ce que t'as vu un gros décalage de vente entre quand t'es publié ou pas publié? Oui, moi j'ai un gros décalage de vente entre quand je suis publiée en maison d'édition et quand je suis en auto-édition. Moi, je vends pas 5000 exemplaires en un an pour mes livres auto-édités. Donc je trouve ça super, Thalie. Moi, je trouve ça vraiment bien et ça se voit que tu t'es vraiment investi à 200% pour y être arrivé. Donc félicitations à toi. Les 5000 ventes, ça m'est arrivé aussi, mais c'était toujours avec des maisons d'édition. Et après, te dire combien j'en ai vendu au total, franchement, je suis incapable de le dire aujourd'hui. J'ai pas du tout fait mes comptes. Au moins les 5-6 premières années, je faisais pas du tout mes comptes. En fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à combien je gagne, combien je vends, quand j'ai décidé d'en faire une activité professionnelle. Moi, au départ, je le faisais en termes de loisirs et je me rendais pas du tout compte, en fait, de la chance que j'avais. C'est au moment, en fait, où j'ai décidé de me dire, OK, donc là, je suis également enseignante. Je me suis dit, j'arrête d'enseigner et je vais me consacrer vraiment à l'écriture, à vivre de ma plume. Et là, en fait, je me suis pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué et que j'étais pas du tout à la hauteur de ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire les comptes, à m'intéresser de manière plus concrète. C'est là qu'on se rend compte que c'est un vrai métier en fait et c'est important de se bouger, de mettre de l'énergie, d'aller dans les salons. Et je rebondis là-dessus justement parce que toi, Thalie, la rencontre pour toi, elle s'est passée justement dans un salon. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, effectivement. Alors, à un moment, quelques semaines après avoir sorti mon deuxième tome, en fait, j'ai profité d'un gros salon pour aller rencontrer différentes maisons d'édition et de visu. Donc, c'était un peu différent parce qu'effectivement, les démarchages jusqu'à maintenant, ils s'étaient plutôt faits par courrier postal ou par email. Et là, du coup, il y a eu un match qui s'est fait avec une maison d'édition régionale ici en Alsace. Et voilà, on a échangé. C'est pas fait forcément naturellement parce que mon sujet aussi, toujours la même chose. Au départ, ça met plutôt un frein que l'inverse, ce qui est dans un sens normal et compréhensible. Et puis en échangeant sur mon projet, sur l'histoire de la saga, sur les ventes aussi que je faisais à ce moment-là, effectivement, la maison d'édition s'est dit, tiens, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et du coup, la personne m'a demandé d'envoyer le manuscrit de mon tome 3, ce que j'ai fait. Et après, l'éditeur est revenu me voir dans une autre dédicace. Et puis les choses se sont enchaînées. Et puis on a fini, on a terminé là récemment tout ce qui était couverture. Le livre, il est terminé et normalement, il va sortir mi-août si le délai est tenu. En tout cas, voilà, pour la rentrée. Donc ouais, je suis très content. Je suis très content et ça s'est fait aussi de manière un peu imprévue. Mais en fait, moi, je pense que j'aurais peut-être dû le faire auparavant. Je sais que ce salon, j'y étais allé un an avant en tant que visiteur, avant d'avoir sorti mon premier livre, avec le manuscrit dans mon sac pour raconter mon expérience. Mais j'ai pas osé. J'étais venu pour le présenter à des tas de maisons d'édition et en fait, je n'ai pas osé le faire. Je n'ai pas osé le faire. Je me suis approché de plein et en fait, j'ai pas eu le courage. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, je ne l'ai pas fait. Et un an après, j'étais dans ce même salon avec déjà 2 livres sortis en auto-édition. Et puis, du coup, je décrochais sans le savoir que ça irait au bout, mais j'espérais cette maison d'édition pour le tome 3. Donc, je me dis que finalement, ça s'est passé relativement vite. Pour revenir à mon impatience, voilà, il y a eu le début, ce qui s'est passé, mais au global, je suis très content du chemin parcouru encore une fois. Et qu'est-ce qui t'a justement incité à le faire cette fois-ci? Est-ce que c'est parce que justement tu avais eu des bons retours de lecteurs, que tu les vendais, que tu te sentais suffisamment légitime pour enfin franchir le pas d'aller les voir?
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça effectivement. Un an avant, j'avais un manuscrit dans les mains, voilà, qui était même pas complètement finalisé puisqu'il a encore évolué après. Je me suis senti ouais crédible, légitime, je sais pas. Je me suis dit bah aujourd'hui voilà, j'ai 2 livres, j'en vends, je suis là dans ce salon, j'ai réussi à rentrer, ça se passe bien, j'ai des bons retours, donc je me suis dit ben, enfin fais-le, vas-y, ose. Et puis ça s'est bien passé, donc. Je pense qu'il faut. Alors c'est pas facile, hein. Souvent aussi en dédicace, je rencontre des gens qui veulent écrire, qui me disent plein de choses enfin moi je leur donne un seul conseil, je leur dis d'oser en fait, d'oser. Alors c'est parce que après vous serez accompagné. Enfin essayez de oser écrire quelque chose, oser contacter les gens, c'est la base. Enfin il faut prendre un risque pour que ce soit. On voit souvent dans notre culture le risque perdant, mais en fait comme moi j'avais vu l'année d'avant, hein, moi y compris, hein, je voyais le risque perdant de me faire refuser, mais si un an avant, peut-être j'aurais déjà trouvé une maison d'édition. Si j'avais osé, peut-être j'aurais réussi. Il y avait le risque gagnant. Et je pense qu'il faut oser. Il faut oser, tout simplement. Alors, tu as une phrase un peu brise-glace, justement, pour aller voir les maisons d'édition, parce que je pense que le plus difficile, c'est le premier pas. Est-ce que toi, tu as travaillé un petit peu ton Non, accroche? alors non, je vais peut-être te décevoir, Géraldine, mais non, franchement, j'y suis allé un peu à l'impro ce jour-là parce que c'était pas forcément prévu que je le fasse ce jour-là. C'est le matin en échangeant avec un autre auteur, j'étais un peu en avance. Je me suis dit, allez, profites-en. J'ai pris mes livres sous le bras et j'y suis allé. Et en fait, je l'ai fait de manière assez naturelle, comme quand j'échange avec les gens qui viennent me voir. Mais j'ai un peu pitché mon livre, etc. Mais j'avais pas forcément prévu quelque chose de particulier pour échanger avec les éditeurs. Et non, je suis désolé, je l'ai fait de manière vraiment spontanée, je pense, avec quand même le vécu déjà des dédicaces que j'avais déjà fait, qui étaient peu nombreuses à l'époque, mais voilà, quand même. Bon, alors, tu as senti que c'était... Comment tu as fait basculer la conversation? C'est quoi l'argument un peu déterminant que tu as pu mettre Je en avant? pense que l'argument déterminant, ça a été quand j'ai annoncé combien j'en avais vendu et combien donc j'ambitionnais d'en vendre sur un an par rapport au rythme où j'en étais, etc. Parce que moi, je calcule un peu, je suis littéraire, mais je suis un peu scientifique aussi. Donc voilà, j'essaye de projeter des choses. Et donc, c'est là où j'ai vu que effectivement la tension était différente. Ah, mais ah ouais, vous en vendez autant que ça quand même déjà. Et effectivement, ça a fonctionné. Alors tant mieux, tant mieux, tant mieux pour moi. Mais pour intéresser, voilà, si je n'avais pas fait mes livres en auto-édition et si j'en avais pas vendu, j'aurais pas eu cet argument. Donc peut-être que ça n'aurait pas marché. Donc finalement, mon parcours qui était pas idéal au départ en passant par, enfin, qui était pas souhaité de passer par les maisons d'édition, il me permet aujourd'hui d'y accéder. Et voilà, c'est bien. C'est bien que ça se soit passé comme ça et en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, je trouve ça vachement intéressant en fait de voir aussi que le côté un peu rencontre en réalité, ça permet aussi peut-être de briser la glace plus facilement qu'un simple message parmi des milliers d'autres. Toi, Fanny, comment t'as fait au début justement pour réussir à te faire éditer? Comment ça s'est passé pour toi? Exactement comme pour Tali, hein, mon premier roman qui a été publié en maison d'édition, c'était un manuscrit que j'avais amené lors d'un salon littéraire, le salon de la littérature et du chocolat à Sainte-Marie-la-Mer. Et moi, j'étais enceinte de 8 mois. Et mon compagnon de l'époque me dit, écoute, on va changer les idées, on va aller au salon. Et il m'a dit, bah, prends ton manuscrit. On sait jamais, tu trouveras peut-être une maison d'édition. Et en fait, j'ai trouvé Hasard Atelier Édition, qui est une maison d'édition toulousaine. Et j'ai vu leurs livres, je sais pas, j'ai adoré les couvertures de leurs livres, j'en ai acheté plusieurs. Et j'ai discuté avec les éditeurs et ils m'ont parlé de leurs livres comme si c'était des trésors. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais qu'on parle de mes livres de cette manière. Et donc, j'ai osé, comme a dit Tali, j'ai dit, voilà, moi, j'ai un manuscrit, il parle de ci, de ça, je vous le donne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez bien le lire? Et ils m'ont dit oui. Et voilà, je crois que c'était 6 mois plus tard, j'ai reçu un mail en disant, écoute, nous, ça nous intéresse, si tu veux, on peut travailler ensemble, te proposer un contrat. Donc, ça a commencé comme ça aussi. Bon, du coup, Tali, aujourd'hui, toi, tu as un contrat avec ta maison d'édition. Qu'est-ce que ça change concrètement, d'une part financièrement et d'autre part d'un point de vue accompagnement? Enfin, qu'est-ce que ça change? Alors, au niveau financier, ce qui change surtout, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait pour moi de plus avoir à investir dans la correction, dans la couverture, dans toutes les créations qui vont faire aboutir le livre. Donc ça, pour moi, c'est des dépenses quand même importantes de plusieurs milliers d'euros par livre que j'ai fait auparavant et que je ne fais plus. En tout cas pour l'instant, pour la sortie du tome 3. Donc ça, c'était mon objectif, donc j'en suis très content. Après, pour le reste, sur ce que je vais toucher par livre, ça va être à peu près similaire à ce que j'avais auparavant avec Librinova. Donc,
On est autour de 8-10% voilà, par livre, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est le tarif normal pour un auteur en France. Voilà, moi et après dans l'accompagnement, il y aura rien non plus d'exceptionnel, mais ça il me l'a annoncé dès le départ. Il m'a demandé quand on s'est rencontrés à ce salon quelles étaient mes attentes. Moi je lui ai expliqué que j'avais investi et que je ne souhaitais plus investir autant dans la correction, etc. Et il m'a dit mais est-ce que vous attendez à une diffusion exceptionnelle, une communication, je sais pas. Je dis non, moi je m'attends pas à ça. Aujourd'hui je le fais, voilà, je fais les démarches moi-même. Donc c'est juste que mon livre il existe sans que j'ai eu à investir voilà de sommes importantes dessus. Donc on est en phase là-dessus. Il y aura pas je pense pas qu'il y aura. En fait, je sais pas ce que ça va donner. Je suis même pas sûr d'en vendre plus de cette manière. Je sais juste que j'aurais plus besoin de faire l'investissement de départ. Voilà. Et c'était mon objectif. Donc après, pour l'instant, j'ai aucune déception. Je suis très satisfait d'avoir trouvé cet éditeur puisque c'était le souhait, la cible. Maintenant, on verra comment ça se passe. Mais moi, je suis lancé dans quelque chose en plus qui me plaît, même si ça consomme du temps et de l'énergie. Donc, j'ai l'intention, de toute façon, de continuer à le faire. Et comme le disait Fanny tout à l'heure, même avec une maison d'édition, je pense qu'on doit le faire. Peut-être moins avec une très grosse maison d'édition, mais en tout cas avec des petites maisons d'édition. En fait, c'est à vous d'aller vendre votre livre. Et moi, j'aime faire ça aujourd'hui. Donc, je vais continuer à le faire. Avec en plus, une maison d'édition en logo sur mon livre, donc avec une certaine crédibilité, parce qu'il y avait aussi cet objectif-là dont j'ai pas parlé. Il y a quand même pas mal de portes qui se ferment à moi avec l'auto-édition. Donc il y a certains points de vente qui m'ont refusé par rapport au fait que j'étais auto-édité. Il y a certains salons qui me refusent de la même manière. Donc en fait, à tort ou à raison, par rapport à l'auto-édition, ça c'est l'image de l'auto-édition généralement, et peut-être aussi mon sujet, ça c'est encore autre chose. Mais là, il y aura plus ce frein. Donc, il y a des points de vente que je vais pouvoir intégrer, a priori, et des salons qui m'étaient fermés auxquels je pourrais aussi participer. Oui, c'est clair que ça ouvre des portes qu'on n'a pas quand on est autodidacte. Toi, Fanny, c'est intéressant parce que tu as vraiment un parcours qui est différent par rapport à Tali, qui en est au tout début de l'aventure. Tu as déjà vendu une quinzaine de livres, tu as travaillé avec plusieurs maisons d'édition, tu as aussi testé l'auto-édition. Et donc, tu as une vue d'ensemble que peu d'auteurs ont. En fait, tu as déjà une carrière qui a été construite derrière. Qu'est-ce qu'elles t'apportent à toi, les maisons d'édition, justement qu'est-ce qu'elles t'offrent qu'est-ce que tu y gagnes Tali a répondu à ça. Toi, c'est quoi, en fait, ta vision par rapport à ça? Pour moi, la collaboration avec une maison d'édition, elle est intéressante à 3 aspects. Déjà, il y a la rencontre humaine. Quand tu rencontres un éditeur, ça se fait pas par hasard. Souvent, tu rencontres des gens avec qui tu as des points communs, tu as des attaches. Et du coup, il y a un vrai lien qui s'instaure avec toutes les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé. C'est des gens que j'apprécie encore aujourd'hui, même si, tu vois, si j'ai un projet, je peux tout à fait les recontacter si ça correspond à leur ligne éditoriale. Donc, c'est des gens qui rentrent dans ma vie, en fait, tout simplement. Le deuxième aspect qui pour moi est fondamental, je ne sais pas si Tali, toi tu l'as vécu, mais moi c'est le travail éditorial. C'est-à-dire que mes livres sont toujours meilleurs quand je travaille avec une maison d'édition en termes de qualité littéraire. D'ailleurs, pour mes livres auto-édités, ça m'arrive très souvent de faire appel à des éditeurs indépendants ou même des éditeurs qui proposent en fait leurs services pour m'aider à retravailler mon texte parce que j'en ai besoin en fait. Seule à un moment donné, je me retrouve quand même limitée. Et travailler avec un professionnel de l'édition, ça permet d'avoir un livre qui est de bien meilleure qualité, à mon sens. Et puis, dernier élément, c'est bien sûr la force de frappe, la diffusion. Même si de mon côté, comme je l'ai dit, je contacte les librairies, j'organise des dédicaces, je participe à des salons, j'organise des partenariats, des spectacles, etc. À un moment donné, je n'ai pas du tout la force de frappe d'une grande maison d'édition. Par exemple, quand j'ai travaillé avec HarperCollins, avec Harlequin, on était, je dis on parce que c'était avec une co-autrice, notre livre était disponible dans les bureaux de tabac, dans les relais H, dans les supermarchés. Donc forcément, on a très bien vendu aussi grâce à ça. Ça aide quand même énormément. Moi, toute seule, je vais pas contacter tous les supermarchés de France. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai décidé de faire. Donc pour moi, la maison d'édition, c'est aussi un excellent diffuseur. Et comment, du coup, tu navigues d'une maison d'édition à l'autre? Parce que t'es pas fidèle, on va dire, à une seule maison d'édition. Qu'est-ce qui fait que tu changes en fonction de tes livres?
En fait, je choisis les maisons d'édition qui correspondent à ce que j'écris. Moi, j'écris des livres dans des genres différents. J'écris essentiellement de la littérature générale et puis de la romance. Mais malgré tout, les livres que j'écris ne sont pas portés, c'est pas toujours pertinent de travailler avec la même maison d'édition. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai changé régulièrement de maison d'édition. Mais je regrette pas du tout parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme une nouvelle étape finalement de ma carrière. Et du coup, ça me permet de progresser aussi au contact des maisons avec lesquelles je travaille. Je prends un exemple. J'ai un de mes livres qui s'appelle Sans mêler, qui est de la littérature générale, je le classerais dans la littérature générale, et j'ai travaillé avec une maison d'édition franco-congolaise qui s'appelle Les Lettres Mouchetées pour ce livre qui se passait en Afrique. Pour moi, c'était particulièrement intéressant de travailler avec une maison d'édition qui est franco-africaine pour un texte qui se passait lui-même en Afrique francophone. Pour moi, il y avait quelque chose de très cohérent. Et bien m'en a pris, puisque c'est lors de cette expérience avec cette maison d'édition que j'ai pu participer à un très grand salon littéraire parisien, qui est le Salon du livre africain de Paris. Et pour moi, c'est assez exceptionnel parce que, comme je vous le disais, j'habitais en Afrique ou là, sur l'île de la Réunion. Donc, participer à des salons parisiens, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc, je vois que c'était vraiment un très bon choix de travailler avec eux. Donc, et toi, quelles sont les différences les plus concrètes que tu ressens en fait entre les deux mondes, puisque tu connais les deux, entre l'auto-édition et les maisons d'édition. Donc, tu disais effectivement la qualité littéraire de tes livres. Clairement, ça c'est un point sur lequel moi, ce que j'ai constaté, c'est que les auteurs sont jamais déçus là-dessus. Le cœur, le nerf de la guerre des maisons d'édition, c'est d'avoir des gens qui sont des bons éditeurs et donc qui ont un vrai apport en termes de qualité du texte. Est-ce que tu vois d'autres éléments, parce que tu avais l'air de nous dire que en termes de marketing, il n'y avait pas en général, en tout cas pour les petits auteurs entre guillemets, il n'y a pas effectivement un effort monstrueux qui est mis. Est-ce que tu vois d'autres éléments à souligner qui sont des vraies différences entre les deux ou pas? Pour moi, c'est la légitimité dont parlait Thalie tout à l'heure. C'est que quand tu es publié en maison d'édition à compte d'éditeur, il y a des portes qui s'ouvrent. D'une manière générale, les gens que tu rencontres et même les lecteurs, je trouve, te prennent davantage au sérieux. Après, quand tu utilises aussi le livre, je dirais, comme un vecteur d'opportunité professionnelle, par exemple, quand tu proposes des accompagnements d'auteurs ou du ghostwriting ou quand tu es biographe, le fait d'être publié à compte d'éditeur, c'est pareil, en fait, ça te donne une stature, ça te donne du poids. Donc pour moi, ça, c'est vraiment primordial. Il y a la diffusion dont on parlait tout à l'heure, le fait que la maison d'édition va permettre que ton livre soit diffusé de manière beaucoup plus large. Et puis, en termes de marketing, alors, je trouve en effet que quand tu n'es pas un auteur tête d'affiche, les maisons d'édition ne font pas toujours le travail de te mettre en avant, que ce soit sur les réseaux. En fait, en général, ils vont te faire, je sais pas moi, une couverture média, une dédicace, un truc. Enfin, ils ont leur cahier des charges pour tous leurs auteurs. Et voilà, ils en font pas plus que ça. Ils mettent pas un budget incroyable sur ton livre. Ça c'est évident. Malgré tout, ça multiplie quand même par deux le travail que toi tu fais déjà. Donc voilà, c'est quand même toujours bon à prendre. Et puis, il y a certaines maisons d'édition qui n'ont pas, par exemple, de service d'agence presse, qui travaillent en fait avec un agent presse indépendant. Et dans ces cas-là, moi, en fait, je travaille avec mon propre agent de presse. Pour moi, c'est important quand on est auteur et qu'on veut en faire, je dirais, une carrière ou en tout cas son métier, d'investir à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important de générer des revenus, que ce soit avec tes livres ou avec d'autres services qui soient reliés à tes livres, de manière pour moi à pouvoir réinjecter cet argent dans ta com, dans tes formations. Moi, je me forme tous les ans, tu vois, pour vraiment avoir une carrière sur le long terme. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent. En fait, on a tendance à se dire que à un moment donné, on sera un auteur reconnu et que tous les efforts qu'on a faits jusqu'à présent, on n'aura plus à les faire. Et en fait, bon, moi, de mon expérience et quand même des expériences aussi des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, il y a des fois des succès et puis le livre d'après, c'est un gros flop. Et voilà, ça n'arrive pas à tous les auteurs, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, il n'y a jamais de moment dans l'édition où on est sécure. D'ailleurs, on le voit bien, il y a plein de primo-romanciers qui font un premier livre qui est très médiatisé et après, on n'entend plus jamais parler d'eux, quoi.
Ça arrive pas que aux petits, hein. Moi, pour l'avoir vécu chez Albin Michel, même des très très gros, et je citerai pas de nom, mais on a vécu des flops monumentaux de la part de très gros auteurs qui sortaient leur 10e livre et flop, et ça annonce pas la fin d'une carrière non plus, hein. C'est-à-dire que le livre d'après peut de nouveau aussi être un succès. Il y a quand même un côté effectivement un peu comment dire, incertain, hein. On sait jamais ce que sera un succès en édition. Mais on sait quand même que si c'est invisible, si personne sait que le livre est sorti, ce qui est sûr, c'est que personne l'achètera. Donc ça, c'est quand même une certitude. Je rebondis juste sur ce que tu as dit. Je trouve ça vraiment important de réfléchir justement dans ces termes-là. C'est-à-dire de se dire que si tu cherches uniquement le succès, écrivain n'est pas une bonne voie professionnelle, à mon sens. Justement, qu'est-ce que vous cherchez par rapport au fait d'écrire? C'est quoi qui vous motive intrinsèquement? Moi, ça va peut-être vous paraître bizarre. C'est en fait comment ça. Alors, j'avais déjà essayé d'écrire il y a très longtemps quand j'étais adolescent, j'avais abandonné tout ça, et là, ça m'est revenu. La raison, enfin, je pense que j'avais envie, besoin, j'en sais rien, et c'était le bon moment. Mais surtout, en fait, l'idée de départ, avant le plaisir d'écrire que j'ai retrouvé en me remettant à écrire, c'était de me dire, j'ai envie de laisser une trace de moi. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je me suis dit, bah, quand je serai plus là, c'est une manière, les livres, de laisser une trace. Alors, pour le coup, c'est un peu particulier parce que c'est même pas mon vrai nom dessus, vu que c'est un nom de plume, un pseudonyme, voilà. Mais peu importe. En tout cas, j'aurais laissé quelque chose après, et c'est ça qui m'a guidé au départ. Aujourd'hui, il y a le plaisir d'écrire, il y a le plaisir des retours positifs, d'échanger avec les gens. Mais ce qui m'a guidé au départ, c'est de me dire, j'ai envie de laisser une trace, et j'ai envie de la laisser de cette manière, avec un livre au départ, et du coup, ça sera plus, donc c'est top. Moi, j'ai tellement d'histoires dans ma tête que voilà, j'ai un espèce de besoin viscéral en fait d'en faire quelque chose, de transformer tout ce matériau en un objet littéraire. Et puis, je pense qu'il y a une idée aussi, c'est que les histoires que je raconte sont sur des thématiques, des pays, des personnages qui sont très chers à mon cœur et que j'ai à cœur de partager. Il y a vraiment cette idée de partage et de transmission et de dire j'ai quelque chose à te raconter, c'est plus compliqué que ce que tu crois, assieds-toi et écoute l'histoire. Pour moi, c'est vraiment de cet ordre-là. Je reviens sur la partie trouver sa maison d'édition parce que c'est quand même le thème de cet épisode. Fanny, toi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tu as quelque chose qui est bien rodé à ce sujet-là. Tu as trouvé plusieurs maisons d'édition, tu fais ton choix, on voit que tu sais naviguer, tu te dis bah ça c'est plutôt pas adapté à maison d'édition, je vais plutôt directement partir en auto-édition. Là, demain, tu as un livre que tu sais que vouloir publier, en fait. C'est quoi ta méthode? Comment tu as rodé le système et aujourd'hui, comment tu abordes le sujet? J'imagine pas de la même manière que la première fois que tu nous as raconté cette première fois où tu étais enceinte et ça a été une rencontre dans un salon. Aujourd'hui, comment tu fais pour te faire éditer? Alors, il y a plusieurs leviers, en effet. Déjà, il y a en amont de l'écriture, quand j'ai mon idée de livre. Ça va être de faire une étude de marché, comme tu l'as dit toi aussi. C'est-à-dire, imaginons, j'ai envie d'écrire un livre sur l'inceste. Je vais me mettre à lire tous les livres qui sont sortis sur cette thématique-là, avant d'écrire le mien, déjà, pour voir est-ce que mon angle est différenciant. Est-ce que j'ai quelque chose à apporter ou est-ce que, entre guillemets, tout a déjà été écrit? Alors, bien souvent, tout n'a pas déjà été écrit parce qu'en fait, les choses n'ont pas été écrites par notre biais, par notre entrée, qui souvent est très singulière. Et ce travail-là va me permettre déjà d'identifier quelle est ma valeur ajoutée, quelle est ma singularité sur le marché. Ensuite, je vais écrire mon texte. Ça ne veut pas dire que je vais trahir mon idée de départ. Ça veut dire que je vais la préciser au contact de ce que je vais avoir lu. Après, une fois que le texte est écrit, ou je dirais même pendant l'écriture du texte, ça va être de réactiver le réseau. Donc, d'aller recontacter les éditeurs avec lesquels tu as déjà travaillé, de regarder un petit peu ce qu'ils font, est-ce que ça pourrait les intéresser, où est-ce qu'ils en sont. Vous le savez, on est tous dans le milieu. Aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui ferment, il y a des éditeurs qui changent de maison. Donc, on a des certitudes et puis finalement, c'est pas la peine de se rendre compte une fois qu'on a tout terminé que la maison d'édition avec laquelle on voulait travailler a mis la clé sous la porte. Bon, moi, ça m'est arrivé. Donc maintenant, je fais un petit peu attention à ce genre de détails. Donc il y a ça. Ensuite, une fois que mon texte est vraiment terminé, je vais préparer le dossier dont on parlait tout à l'heure. Donc le dossier, ce qui a changé, c'est tout simplement que je me suis formée plusieurs fois avec des personnes comme Géraldine pour pouvoir apprendre à faire un dossier de soumission qui soit plus efficace. Mais attention, ça ne veut pas dire que je ne reçois plus de refus aujourd'hui. Je reçois des refus aujourd'hui. Ouais, J'en évidemment. reçois.
Et j'en parlais d'ailleurs, on en parlait ensemble la première fois qu'on a échangé. Moi, j'ai commencé à travailler, mon premier roman, je l'ai écrit en 2013. Il a été publié en 2015. Le paysage éditorial a énormément changé. La concurrence est de plus en plus rude. Donc, finalement, c'est pas forcément beaucoup plus facile aujourd'hui. Ce qui est facile, en revanche, c'est, je dirais, mon mental. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis pas attachée personnellement à mon texte, en tout cas pas de la même manière. Si je reçois un refus, ça va pas. Bon, ça me dérange toujours, hein, on va pas se leurrer. Mais malgré tout, le lendemain matin, je suis capable de rebondir, de repenser ma stratégie, de retravailler mon texte si besoin. Si j'ai reçu beaucoup de refus, par exemple, je vais me remettre en question. Voilà, et surtout de toujours me reposer cette question. Ok, est-ce que tu veux vraiment publier ce texte? Est-ce que tu veux vraiment le publier en maison d'édition? Si oui, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau pour arriver à ton objectif? Et parfois, c'est non. Et quand c'est non, bah, ça peut partir à la poubelle. Alors chez moi, c'est très rare, mais pourquoi pas? Ou alors ça peut partir en auto-édition, ou alors ça peut être transformé en autre chose. Pourquoi pas un audiobook? Pourquoi pas une newsletter sur Substack? Ou tu vois, autre chose en fait. C'est intéressant du coup de voir cette vision-là effectivement, et aussi par rapport au fait d'avoir pris confiance aussi par rapport à ton expérience, par rapport au fait que tu as déjà été publié, que tu as vu un peu comment ça se passait en interne dans les maisons d'édition. Imaginons un auteur qui veut écrire un premier roman. Est-ce que tu lui recommanderais la même méthode que celle que tu utilises maintenant, que tu as eu plusieurs livres édités? Oui, oui, moi je le recommanderais la même méthode. Après, il y a une réalité, c'est que je pense qu'on devient, au fur et à mesure de l'écriture, la version de nous qui a réussi. C'est-à-dire, tu vois, Thalie, ton expérience pour ça, pour moi, elle est vraiment intéressante parce que tu es allée une première fois dans ce salon et tu n'as pas présenté ton livre. Et ensuite, quand tu es revenue, tu étais devenue la personne capable de le présenter. Toi, ça a été par le fait d'avoir auto-publié. Il y a d'autres personnes, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais en fait, elles ont besoin de divorcer pour pouvoir publier leur livre. D'autres personnes ont besoin de déménager. C'est-à-dire que pour moi, l'auteur a non seulement une transformation littéraire, éditoriale à faire pour pouvoir trouver la bonne maison d'édition, mais aussi et souvent une transformation, je dirais, personnelle. On devient l'auteur qui est à même de rencontrer cette maison d'édition. Ça fait un peu dev perso à 6 francs, mais pourtant, je trouve que c'est vraiment, ça se vérifie à chaque fois. Pour moi, par exemple, je suis toujours en train de me dire, mais quand est-ce que je serai la femme qui va signer chez Albert Michel ou chez Gallimard? Bon, pour l'instant, je ne le suis pas. Et peut-être que je ne le serai jamais. D'accord? Peut-être que c'est un leurre pour moi de penser que c'est un bon chemin. Et peut-être que c'est ça justement qui va être la réalité. Mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de le voir comme ça. De le voir comme un chemin initiatique finalement. Et toi, Thalie, t'en penses quoi du tout? Est-ce que par rapport à ce que dit Fanny, si tu n'avais pas encore publié, fait cette rencontre, est-ce que c'est quelque chose du coup que tu tenterais de faire ou que tu recommanderais à d'autres? Oui, oui, complètement. Après, moi, je suis en phase aussi avec ce que dit Fanny. Je pense qu'il y a il y a une idée de transformation intérieure, en fait, quand on devient auteur, ou en tout cas quand on écrit un livre. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et effectivement, en un an, j'ai vu le changement d'une certaine prise de confiance par rapport à une légitimité d'avoir écrit entre avoir écrit un manuscrit et avoir publié 2 livres, même en auto-édition, avec un très relatif succès en face, mais qui est quand même là. C'est sûr que ça change la donne. La bulle de confiance en soi auteur, elle est plus la même. Donc effectivement, il y a cette transformation intérieure qui s'est mise en place. Et après les démarches qu'a appliquées Fanny pour trouver ces maisons d'édition, elles sont, je pense, très très bonnes, et enfin elles sont de son expérience de toute façon. Moi, là pour l'instant, j'ai la chance, mais il y a rien qui est acquis, comme on disait tout à l'heure. Mon tome 3, il est là. Logiquement, peut-être que la suite se fera, peut-être qu'il va rééditer les premiers, c'est ce qui est prévu. Mais il y a tellement de choses peuvent changer d'ici là. Si ça se trouve, le tome 4, je le referai en auto-édition. Et si ça se trouve, je le ferai toujours avec la même maison d'édition. Mais aujourd'hui, en fait, pour la suite, comme on disait tout à l'heure par rapport au succès, il y a rien qui est acquis du coup. C'est pour ça que moi, de toute façon, je suis lancé dans mon objectif de continuer à faire connaître mes histoires, de continuer à découvrir, à rencontrer des lecteurs pour qu'ils aient mon livre entre les mains. Donc voilà, il y a cette démarche qui est engagée. J'ai la chance d'avoir réussi ponctuellement, voilà, mais je sais qu'il n'y a rien qui est acquis de manière définitive. Donc je vais me remettre au travail dès la fin de ce podcast.
Alors, on se dit qu'il y a rien qui est acquis, et enfin, moi, je partage tout ce que vous dites, mais est-ce qu'on peut quand même se dire que une fois qu'on est dans le système, c'est plus facile, ou est-ce que chaque nouveau roman, c'est le parcours du combattant qui recommence? Toi, Fanny, est-ce que tu as l'impression que aujourd'hui, tu as un réseau qui fait que c'est peut-être un peu plus facile parce que les gens, tu les connais, tu peux les contacter, ou est-ce que tu as l'impression de repartir à zéro en fait à chaque nouvelle publication potentielle? Très sincèrement, pour moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, c'est plus facile parce que je connais le chemin, parce que j'ai du réseau, parce que j'ai déjà vendu, donc j'ai des étiquettes en fait qui marchent. Si je dis voilà, j'ai été publié chez HarperCollins, j'ai été réédité chez France Loisirs, j'ai été publié chez Ellipse, ça c'est des choses qui rassurent. Mais d'une autre façon, bon, il faut quand même vendre ce livre-là en particulier dans le paysage éditorial. Et donc malgré tout, même une maison d'édition qui a aimé travailler avec toi, si le livre ne lui plaît pas, elle te proposera pas de contrat. Donc c'est pas ton ami en fait. L'éditeur, même si on s'entend très bien, on l'a dit dès le début du podcast, c'est une histoire professionnelle qui se met en place. Donc ce qui lui importe, ça va être vraiment est-ce que y a une place éditoriale pour ton livre. Par contre, ce qui, à mon avis, fait vraiment toute la différence, c'est au niveau du mindset, encore une fois. C'est-à-dire, moi, j'ai voilà, plus de 10 ans de carrière, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus solide psychologiquement par rapport au chemin qu'il faut traverser pour pouvoir être publié aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est une valeur ajoutée énorme par rapport à voilà 2013 où j'étais pas du tout la même personne par rapport à ça. Par rapport à toutes les maisons d'édition avec lesquelles tu as travaillé, est-ce que il y a quelque chose qui t'a déçu? Alors, il y a une maison d'édition avec laquelle ça s'est très mal passé, et d'ailleurs je ne la cite jamais quand je dis que j'ai publié en maison d'édition, parce que j'ai rompu le contrat. Alors je ne sais pas si vous voulez que je dise son nom ici, parce que je vous avoue que, bon, je ne sais pas, dites-moi si je peux dire son nom. Vas-y, balance. Donc voilà, donc c'est Hello Édition. Qui nous a approché, mon amie Laure Alardadeski et moi, pour un manuscrit qu'on avait écrit. En fait, c'est Laure qui était qui travaillait avec eux. Et on avait écrit un texte à 4 mains qui s'appelle Les Roses du Nil. Et donc, elle m'a demandé si je voulais bien qu'on publie ce livre chez eux. Et donc, moi, j'ai accepté tout en leur disant à l'éditeur, je lui ai dit clairement, j'ai dit en fait, pour moi, ça va pas parce que vous demandez aux auteurs d'acheter des exemplaires de leurs livres au moment où, enfin voilà, il y a une obligation. Quand tu es publié chez eux, tu dois acheter un certain nombre d'exemplaires à tel tarif, etc. et les vendre de ton côté. Je leur ai dit, ça vous fait une très mauvaise réputation dans le milieu éditorial. Mais il m'a dit, oui, non, mais c'est pour avoir des auteurs impliqués, je sais pas quoi. Bon, moi, je vous avoue que ce texte-là, je n'y étais pas particulièrement attachée, pour être totalement transparente. Donc, j'ai dit, ok, allons voir ce que ça va donner. Et en fait, ça a été catastrophique. C'est des gens qui ont classé notre livre dans la rubrique jardinage sur Amazon. C'est un roman qui se passe au Rwanda et qui parle du génocide rwandais. Ça s'appelle Les Roses du Nil. Allez regarder sur Internet, il est classé dans la partie jardinage. Ils n'ont jamais changé? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'a traumatisée. Autre chose qui m'a traumatisée, ils ont fait de la communication avec une statue de Bouddha sur notre livre, pour un livre qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs. Moi, j'ai dit à l'éditeur, quand on a demandé à rompre le contrat, j'ai dit à l'éditeur, mais tu n'as pas lu le manuscrit en fait. Et il m'a dit, si, j'ai lu le manuscrit. J'ai dit, arrête. Tu n'as pas lu le manuscrit. Les personnes qui travaillent dans ta maison d'édition ne savent pas ce que c'est le Rwanda. On avait sorti le livre le jour de l'anniversaire des 40 ans du génocide rwandais. Et en fait, tout le monde s'en fichait complètement. Enfin, c'est tombé à plat. Ça a été une catastrophe. Et voilà. Et en fait, on aurait dû, dès le départ, dire non à cause de cette histoire de manuscrit à acheter. Et de toute façon, je lui ai dit à l'éditeur, j'ai dit, mais en fait, tu ne connais pas mon pouvoir de nuisance, en fait. Donc, je vais te faire de la très mauvaise pub. Et à chaque fois maintenant que des auteurs me contactent en disant « Ouais, qu'est-ce que tu penses de Hello Édition ?» Je leur dis « Non, en fait, surtout pas. » Voilà. Mais est-ce que tu as l'impression que du coup, c'était une maison d'édition à compte d'auteurs déguisés? Ah ouais, complètement. Pour moi, c'est ça, c'est une maison d'édition à compte d'auteurs déguisés, et il y en a quand même beaucoup. Et en fait, je ne crache pas sur les maisons d'édition à compte d'auteurs, c'est-à-dire, moi, ça ne m'intéresse pas, mais quand tout est clair dès le départ,
quand tout est clair dès le départ, que les personnes ont envie d'écrire un livre, qu'elles ont un budget, bon, moi je leur dirais toujours d'aller plutôt dans l'auto-édition. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est fait proprement et correctement. Parce que de toute façon, si j'avais acheté mes exemplaires et que mon livre avait été un succès, j'en aurais eu rien à faire en fait d'avoir acheté 5 exemplaires ou 15 ou 20. Par contre, là, ça m'a vraiment dérangé parce que le référencement était pourri, la com était pourrie, enfin, il n'y a pas eu de travail éditorial sur notre texte. Ils nous ont dit non, il est très bien comme ça. Non, mais c'est pas ça, moi, que j'attends d'une maison d'édition. Voilà. Oui, alors ça c'est un sujet, hein, les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est un sujet à part entière. Je pense avec Céline, on réfléchit même à faire un épisode là-dessus. Effectivement, c'est une prestation de service, donc et comme tu dis, il n'y a pas de problème avec la prestation de service tant que on n'avance pas masqué en fait, et qu'on fait pas croire que on est dans une prestation de publication à compte d'éditeur, si en vérité on est dans une publication à compte d'auteur. Et c'est un peu ça le problème qu'il y a avec certaines maisons d'édition à compte d'auteur aujourd'hui. C'est donner l'illusion que c'est de l'édition normale. Or, non, c'est de la prestation de service. Il faut le savoir et c'est pas grave. Céline et moi on fait de la prestation de service aussi, et voilà. Sauf que le contrat est clair dès le départ, quoi. Tali, toi, de ton côté, qu'est-ce que ce serait une déception du coup pour vis-à-vis de ta maison d'édition, si tant est qu'il puisse y en avoir une? Bah, écoute, là, c'est un petit peu tôt pour en avoir. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Le livre est pas sorti, tu vois. C'est pour l'instant tout se passe bien. Vraiment, il y a une proximité, il y a une bonne relation, des bons échanges. Tout à l'heure, il m'a appelé. Tout à l'heure, il m'a appelé. Donc, je le rappellerai plus tard. Il y a vraiment. Je connais pas les grandes maisons d'édition, mais j'imagine comment ça fonctionne. Je me dis que finalement, je suis content. Enfin, je préférerais être dans une grande qui va me vendre des millions de livres. Mais je me dis là, j'aurais jamais cette proximité. Et là, je suis content d'avoir ces échanges. En fait, j'avais un petit peu peur que on m'embête pour le titre, la couverture, tout ça. Alors c'est vrai que j'ai plus mon mot complètement à dire. C'est plus moi qui paye le service, etc. C'est un peu différent. Mais en fait, ça s'est pas passé comme je pensais. Voilà, on a eu des échanges, on a trouvé des terrains d'entente. Et moi, je suis satisfait du résultat, du travail éditorial qui a été mené, de la couverture, tout ça. Alors c'est un petit peu différent quand même parce que je ne suis plus le seul décideur. Mais en fait, on m'a pas mis de côté en me disant c'est comme ça. Voilà, on m'a intégré à la réflexion. Et voilà, je suis content justement de ce qui est réalisé. Donc j'ai pas aujourd'hui, et j'espère que j'en aurai pas très rapidement de déception. Peut-être que ça arrivera, hein, mais je suis désolé, j'ai pas de réponse, Géraldine, positive. Non, mais aucun souci. Si t'as le droit de son, C'est tout c'est ce frais, qu'on hein, c'est disait, tout hein. récent en même temps. Le livre n'est pas Voilà, encore exactement. sorti. C'est que vous en êtes pas du tout au même moment de Oui, votre carrière. Donc, avec c'est Fanny, on est. aussi ça Ouais. qui est intéressant. Mais du coup, j'ai une autre question pour toi, Tali. Aujourd'hui, si on se dit que tu sortais un autre livre qui correspond pas à la ligne éditoriale de ta maison d'édition et tu le sais dès le départ, comment tu chercherais une maison aujourd'hui? Bah, de par ce que j'ai vécu, je pense que je ferais la même, un mélange des deux, de ma première expérience en sollicitant des maisons d'édition nationales, en préparant mieux mon dossier, et de ma seconde expérience qui a elle fonctionné, d'aller rencontrer directement sur certains salons des maisons d'édition peut-être de moins grande envergure, mais quand même plus facile d'accès, où on va t'écouter plus facilement. Et si tu es un auteur régional, il y a aussi cette volonté de défendre les auteurs régionaux, alors qu'au niveau national, ça n'existe pas. Donc en fait, je pense que je ferai un mix des deux, avec toujours l'espoir de trouver une grande maison d'édition. Donc je solliciterai par courrier et par email, et j'irai en salon, ce que j'ai fait qui a fonctionné, échanger directement avec mes livres. Et en fait, je pense que c'est de cette manière-là que je trouverais, si j'avais besoin pour un prochain livre, de trouver une maison d'édition. Ça serait plus en salon, même si je voudrais pas regretter de me dire que j'ai pas fait la démarche auprès de maisons d'édition nationales. Donc je ferai certainement la démarche, mais je croirais plus à ce qui a fonctionné pour moi avec un échange en salon entre deux êtres humains, parce qu'il y a quand même, ce que disait Fanny tout à l'heure, je rejoins aussi, il y a quand même une connexion qui s'est faite avec l'éditeur, il y a quand même une relation humaine aussi. Je sais pas si elle existe avec les grandes maisons d'édition, peut-être aussi qu'on a un interlocuteur et que ça peut exister, mais en tout cas là, il y a aussi une connexion qui s'est passée avec des personnes, et ça c'est intéressant aussi. C'est voilà, ces deux êtres humains qui s'entendent, qui se font confiance, qui échangent, qui avancent ensemble, qui construisent, qui co-construisent quelque chose. Et ça, c'est aussi super nourrissant, et c'est nouveau pour moi. Du coup, c'est tout récent, mais je trouve ça
Alors, il y avait aussi ça avec Librinova, mais là, c'est encore différent. C'est encore différent et peut-être que c'est dans ma tête parce qu'il n'y a pas le côté je paye les services, mais non, il y a quand même quelque chose qui est sympa au-delà de la relation. J'ai l'impression qu'on est plus partenaire. Librinova, j'étais client, je payais une prestation. Là, je me sens pas client de cette maison d'édition, je me sens partenaire. En fait, on travaille ensemble et on co-construit le livre pour une réussite commune. Voilà. Ok. Et si on doit résumer ton parcours avec un chiffre marquant, ça serait quoi pour toi? Est-ce que ce serait lié aux ventes, aux refus que tu as eu, au nombre d'exemplaires que tu as vendus? Peu importe en fait le chiffre, c'est quoi pour toi celui qui marque le plus ton parcours? Moi, ce qui m'a choqué au début, je découvrais un petit peu ce milieu et je pensais qu'en allant auto-édition, oui, ça j'en ai pas parlé, je pensais qu'en allant en auto-édition, j'aurais plus de marge parce qu'en réfléchissant au début, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'on avait entre 8 et 12 en maison d'édition et en auto-édition, je me suis dit, mais du coup, je paye les services, donc je vais avoir plus de marge sur mon livre, ça me paraît logique, ils encaissent de l'argent, il n'y a pas de raison qu'ils prennent la même marge qu'une vraie maison d'édition. Et je me suis rendu compte, là ça a été un petit peu la douche froide après, c'était peut-être annoncé, je sais plus, mais je l'ai pas découvert tout de suite, que en fait mes livres, ce que je vends en ligne avec Librinova, donc mon livre il est vendu quasiment 20 euros, 19,90, je touche 1,50 € dessus. Donc je touche 8% en gros sur une vente. Et ça, moi, je vais pas refaire le système en France, mais je trouve que c'est pas normal. Alors chacun prend sa marge, hein, le diffuseur, le libraire, l'imprimeur, etc. La maison. Mais je trouve que la personne qui a créé l'œuvre se retrouver avec si peu au final, je trouve qu'il y a quelque chose dans le système qui est pas juste. Parce que sans la personne qui crée cette œuvre, tous les autres, ils ne vivent pas. Et donc, je me dis que c'est celui qui a le moins au final, et pourtant, c'est celui qui est à l'origine de la création. Donc, mon point de vue, c'est que c'est pas normal. Donc, ce chiffre m'a marqué. Alors, j'aurais pu en citer d'autres, mais voilà. Je trouve qu'il y a un décalage qui me paraît pas juste. Mais que j'accepte. Je joue le jeu, je suis dans le système, j'ai pas le choix de faire autrement. Mais je le trouve pas très juste. Ouais, c'est une vraie question qu'on se posait avec Géraldine justement par rapport aux plateformes comme Librinova ou BOD. Effectivement, puisque c'est pas vraiment une maison d'édition, c'est quelqu'un qui propose des prestations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se positionnent aussi comme une maison d'édition sur la marge qu'ils prennent? Effectivement, c'est un sujet aussi qui pourrait faire le sujet d'une émission. Et toi, du coup, Fanny, ce serait quoi pour toi ton chiffre marquant? Bon, moi, j'aime bien les 5000 exemplaires comme étant un signe de réussite d'un livre. Pour moi, c'est le chiffre du best-seller, les 5000 exemplaires à l'heure actuelle. Voilà. Parce que il y a des gens qui pensent que voilà, tu vas vendre des millions de livres en un an. En réalité, il y a énormément d'auteurs qui vendent très peu, hein, donc il faut quand même avoir conscience de ça. Et même des auteurs qui sont dans de grandes maisons. Il faut faire attention à ne pas avoir cette idée qu'un auteur publié vit forcément de sa plume. Moi, je l'entends beaucoup autour de moi. C'est une question qu'on me pose tout de suite. Mais est-ce que tu vis de ta plume, toi qui écris depuis plus de 10 ans? En fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc, je trouve ça important d'avoir une idée concrète d'un chiffre, voilà, un chiffre marquant de réussite. Pour moi, 5000 exemplaires en un an, c'est une réussite. Oui, clairement. Après, toi, tu as ça en tête pour aussi bien éditer que auto-éditer et que pour n'importe quel genre, toi, c'est la barre que tu as pu constater. Parce que, encore une fois, hein, toi, tu as fait aussi bien maison d'édition qu'auto-édition, mais tu as aussi exploré beaucoup de genres différents. Donc, c'est quelque chose que tu as pu constater, en fait. Moi, en auto-édition, je me fixe 5000 ventes, je les atteins pas de manière systématique, encore une fois, Ouais. comme on disait tout à l'heure. Mais tu vois, à partir du moment où pour moi, c'est un indicateur. C'est où je me situe par rapport à celui-là, oui. Après, il y a des genres, comme on le disait tout à l'heure, qui actuellement sont très à la mode, comme la romance, par exemple, qui est à la mode. Donc, c'est plus facile pour moi d'avoir des ventes en auto-édition plus vite. Mais les livres qui sont publiés en maison d'édition, comme il y a ce large réseau de diffusion, ça permet aussi de vendre de manière plus large. Donc, finalement, les choses finissent par s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Par contre, financièrement, moi, c'est la raison pour laquelle je passe par Amazon. C'est parce que je peux toucher jusqu'à 70% du prix de vente de mon livre. Donc, c'est sûr que éthiquement, on peut critiquer Amazon sur bien des aspects, mais en tant qu'auteur, ça reste quand même une plateforme pour moi qui soutient les auteurs. Et quand on est un auteur francophone, comme c'est mon cas, c'est-à-dire qui vit à l'étranger, Amazon, c'est parfait parce que c'est distribué partout dans le monde. Et pour moi, ça me donne une visibilité vraiment très facile, finalement. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Amazon, on peut critiquer, mais en attendant, pour les auto-édités, ça reste quand même une possibilité très intéressante.
D'autant plus que effectivement, il y a encore des libraires qui refusent de mettre en rayon des livres d'auto-édités, même s'il y en a de plus en plus qui font un rayon d'auto-édition. La visibilité sur Amazon est essentielle. Justement, par rapport à ça, ce serait quoi l'idée reçue, la croyance erronée sur l'édition qui vous agace vraiment? Moi, c'est vraiment cette idée de le livre est mon enfant. Et tu vois, et de refuser en fait que le livre, c'est un produit. En fait, c'est difficile quand on est auteur et surtout quand on est primo-romancier. Mais même quand on a publié plusieurs livres, c'est difficile de sortir de cette idée romantique que le livre est un morceau de notre chair. En fait, c'est vrai que le livre est un morceau de notre chair, c'est vrai que c'est notre enfant, c'est vrai qu'on y met toute notre énergie, mais c'est aussi un produit. Et c'est comme ça en fait. Et ça ne le dénature pas. Et pour moi, c'est quand même important de l'avoir dans un coin de notre tête, que ce soit quand on écrit, que quand on cherche une maison d'édition. Pour moi, c'est primordial de se préparer aussi à ça. Et toi, Alors, Thalie? oui, moi, l'idée, je vais peut-être répondre un peu à côté de la question, vous me direz, mais moi, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'était l'image surtout de l'auto-édition. Aujourd'hui, moi, j'ai ce sentiment, de par mon expérience, que l'auto-édition a une très mauvaise image. Alors, parfois, à juste titre, c'est vrai, mais en fait, ça dessert, il y a quand même pas mal d'auteurs qui font du bon travail en auto-édition. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, alors je m'en doutais avant, mais là, je l'ai vécu et je le vis encore avec les portes qui se ferment, avec voilà des jugements parfois. En fait, tous les libraires ne sont pas super ouverts d'esprit là-dessus. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a aussi du déchet évidemment dans l'auto-édition, puisque n'importe qui peut sortir un livre maintenant pour pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça ouvre la porte à tout. Mais en même temps, le fait de mettre tous les auto-édités dans le même panier, je trouve que c'est un petit raccourci un petit peu rapide et erroné. Donc c'est pas lié forcément aux maisons d'édition, c'est lié à l'édition de manière générale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'auto-édition prend une part de plus en plus importante avec une mauvaise image. Et je sais pas trop comment améliorer cette mauvaise image. En tout cas, j'ai l'impression de m'en sortir pas trop mal avec les portes que j'arrive à ouvrir pour mon propre cas, mais je me dis que c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Effectivement, le chemin, l'autoroute, c'est la maison d'édition. Et quand on n'a pas ce petit logo maison d'édition, ce qui est ridicule aussi, parce qu'il y a des très mauvais livres avec des maisons d'édition et il y a des très bons livres en auto-édition. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a, voilà, c'est un gage de qualité. C'est certainement très souvent le cas et heureusement, mais pas toujours. Et à l'inverse également. Voilà. C'est ce que je voulais partager sur ce sujet. Ok. Un conseil que vous auriez aimé recevoir, alors pas du développement personnel, mais vraiment quelque chose de concret, d'auteur à auteur, quelque chose que vous vous dites aujourd'hui, bah, si je l'avais su ou si je l'avais compris plus tôt, bah, j'aurais peut-être gagné 1 ou 2 ans. Fanny, vas-y, je te laisse commencer. Moi, je dirais de se poser la question tout de suite, est-ce qu'on est l'auteur d'une nuit ou l'auteur d'une vie? Est-ce qu'on est écrivain ou est-ce qu'on a envie d'écrire un livre? Pour moi, c'est deux choses vraiment très différentes. Quand tu veux être écrivain, ça veut dire qu'il faut voir ta carrière sur le long terme, sur le moyen terme ou le long terme. Donc, qu'est-ce que tu mets en place tout de suite en termes de communication, en termes d'habitude de vie, pour commencer à entrer vraiment dans la posture de l'écrivain? Et ça, pour moi, c'est fondamental et c'est encore, je dirais, quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui à me positionner. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'écris tous les jours. Pour moi, c'est obligatoire, quel que soit mon agenda, quelle que soit mon actualité. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où j'écrivais beaucoup et puis à d'autres moments, je faisais autre chose. Et pour moi, c'était OK. Mais sauf que du coup, ce n'est pas du tout la même posture et donc pas les mêmes résultats, pas les mêmes attentes. Même quand tu vis un très grand succès de librairie ou je sais pas, la dernière fois je suis passée au journal télé, alors j'étais hyper contente, j'étais sur mon petit nuage et tout. Mais sauf que le lendemain matin, j'étais devant mon ordi en train d'écrire parce que c'est ça ma réalité de vie. On est écrivain. On n'est pas juste là pour le succès, le moment où ça marche. On est là pour le quotidien. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, décide de faire une carrière si c'est ton choix. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui dans ta vie qui va être aligné avec cette décision? Pour moi, on devient écrivain. C'est une décision qu'on prend.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une interview d'Alexandre Astier là, que j'ai vu passer sur les réseaux, sur YouTube récemment, où il disait exactement ce que tu viens de dire. En fait, il y a une différence. Il y a des gens qui s'imaginent artistes, mais parce qu'ils s'imaginent avoir fait quelque chose. Ils s'imaginent dans la posture de la personne qui a réalisé ou qui a eu un succès, versus ceux qui l'estiment lui être, en tout cas sa définition de l'artiste, qui est la personne qui aime faire, qui aime bricoler, qui est là au quotidien à aimer bidouiller et fabriquer des choses en fait. Et c'est un peu la différence qu'il peut y avoir entre la vision que les gens se font du métier et le métier au quotidien et dans sa réalité. Et moi, ce que je peux rajouter aussi une petite, pas une anecdote, mais une analyse que j'ai pu avoir justement en étant en maison d'édition. Ce que j'ai vu, c'est que les grands auteurs sont des gens qui sont certes focalisés sur leur œuvre, mais qui ne délèguent pas du tout les choses en mode c'est ma maison d'édition qui gérera, moi je suis là pour écrire des lignes. Ils sont très impliqués dans la manière dont les livres vont se vendre. C'est ceux qu'on voit le plus en fait, qui viennent voir les équipes en leur demandant des comptes, en disant qu'est-ce que vous faites pour moi pour vendre mon livre, parce que c'est leur gagne-pain aussi. Donc il y a quand même ce côté-là, il y a quand même une dimension économique. Tu es un auteur, mais tu es également le commercial en fait de ton œuvre, quoi. Et ça, ils l'ont en tête. Les grands qui marchent bien, ils sont pas déconnectés. Tali, est-ce que tu avais est-ce que tu avais envie de rajouter d'autres choses ou Ouais, alors moi j'aurais aimé oser, c'est ce que je partageais tout à l'heure, j'aurais aimé oser démarcher les maisons d'édition en direct comme je l'ai fait au salon dès la première année. Peut-être j'aurais gagné un an. Et c'est ce qui avait fonctionné, c'est ce qui a fonctionné pour moi du coup avec les librairies. J'ai osé le faire avec les librairies et ça a fonctionné pour les dédicaces, tout ça. Et du coup, j'avais pas osé le faire, mais c'était encore un peu avant ça. J'avais pas osé le faire à ce salon. Et c'est dommage parce que peut-être j'aurais gagné du temps. Donc en fait, c'est ce que je partageais tout à l'heure. Alors, je suis désolé, on va être un peu dans le développement personnel, mais c'est ce risque gagnant qui est là. Et nous, on a plutôt dans notre esprit latin, on voit le risque perdant et on se trouve pas légitime, alors que finalement, on n'aura rien perdu si on nous dit non. Par contre, si on nous dit oui, on aura gagné quelque chose. Donc en fait, d'oser démarcher, puisque l'idée c'est de trouver une maison d'édition, d'oser démarcher en direct dans des salons, des maisons d'édition. Il y a des gens qui vous écouteront pas, qui ne voudront pas vous parler, et puis à un moment vous tomberez sur une personne, il va y avoir une connexion qui va se faire, et au moins elle vous écoutera, peut-être ça aboutira pas, mais au moins elle vous écoutera, elle vous donnera peut-être des conseils, et vous ça vous donnera confiance pour aller en voir une autre après, et puis petit à petit, par étape, vous pourrez trouver une maison d'édition. Et sinon, je pense à autre chose, en une phrase, ne pas, parce que c'est lié aussi à l'expérience qu'on a, Fanny et moi, même si elle a beaucoup plus d'expérience, mais ne pas hésiter du coup à finalement se lancer quand même dans l'auto-édition, si la vraie maison d'édition, malgré l'image que ça peut avoir, finalement on voit avec nos deux expériences que ça peut fonctionner. Donc surtout, ça peut même être le plan A de certaines personnes, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans des maisons d'édition, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ça peut être aussi un bon plan B et ça peut être une étape aussi derrière vers une maison d'édition, ou alors on peut se rendre compte que ça convient et continuer même comme ça. En fait, je pense que c'est à chacun de trouver sa propre voie. Mais voilà, oser avancer et persévérer. Ouais. Ouais, l'auto, ça peut être un but en soi, ça peut être un tremplin, Oui. effectivement. Ok, je pense que on a fait le tour. En tout cas, merci à vous deux. Je pense que ce qui ressort vraiment de ces échanges, c'est que finalement, c'est pas un chemin tout tracé, hein. Le fait d'écrire, de sortir un livre, il y a à peu près autant de parcours et de diversité dans les parcours que quasiment d'auteurs, hein. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut s'adapter et que finalement, le chemin, en tout cas la réussite à la fin, elle vient pas forcément de ce qu'on imaginait au départ ou de la façon qu'on pensait pouvoir la faire arriver. Donc voilà, moi ce qui je retiens aussi de ce que vous dites, c'est la stratégie que vous avez pu mettre en place chacun, le courage que vous avez pu trouver, et ce que tu disais Fanny aussi sur le côté mindset qui était intéressant potentiellement, et qui rejoint aussi ce que disait Tali, hein, sur au pire en fait vous en êtes au même point que là où vous en êtes aujourd'hui, donc osez finalement. Et si nos auditeurs veulent vous suivre ou se procurer vos livres, donc Tali, toi, tu es sur Instagram, @Tali_Floder. On mettra les Insta dans la petite vignette du podcast. Tes deux premiers livres, donc Celui qu'on croyait mort et Celle qui se cherchait, sont disponibles chez Librinova et sur toutes les plateformes.
Et Fanny, toi, on te retrouve sur Instagram. Alors, tu as plein de plateformes différentes et j'invite vraiment les gens à aller toutes les voir parce que en plus, il y a des informations qui sont différentes d'une plateforme à l'autre, mais tu es à la fois sur Instagram, sur le compte Fanny Campan Romancière. Tu as ton site La Fabrique avec l'accompagnement que tu offres aux auteurs et aux autrices. Et ton dernier livre, qui est particulièrement intéressant sur ce sujet-là, c'est Je pige enfin comment écrire un roman, qui est disponible en librairie et sur toutes les plateformes. Il suffit de taper Fanny Campan, La Fabrique, Fanny Campan Romancière, et on trouve toutes ces plateformes-là et toute ta communication. Le mois prochain, on se retrouve pour parler d'un autre métier du livre, c'est quoi les problématiques des libraires et surtout, comment s'en sortir aujourd'hui quand on est libraire. Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, le partager. Ça nous aide à nous faire connaître et surtout, ça nous fait plaisir de lire vos retours. Donc on vous dit à bientôt et merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci Céline, merci Géraldine. Merci beaucoup Géraldine et Céline et Thalie, c'était super. Merci à vous deux, à bientôt. À bientôt. Et